Imaginez un instant. Un pays africain qui, contre toute attente, parvient à rembourser, sans aucun soutien du Fonds monétaire international ni de la Banque mondiale, une dette de plusieurs milliards. Cela semble relever du compte, de l'impossible. Et pourtant, le Burkina Faso vient d'accomplir cet exploit exceptionnel. Considéré depuis des années comme l'un des pays les plus pauvres du continent africain, ce pays a effacé une dette colossale de 4,8 milliards de dollars, sans l'aide d'aucune puissance occidentale, bouleversant ainsi les pronostics les plus pessimistes et les croyances les plus enracinées. Comment comprendre un tel retournement? Pour beaucoup, cela semblait tout simplement irréalisable. Pourtant, le Burkina Faso vient d'écrire une nouvelle page de son histoire, et peut-être celle du continent tout entier. Ce coup d'éclat n'est pas simplement une prouesse financière. Il s'agit d'un séisme dans un système vieux de plusieurs décennies, un système qui a longtemps entretenu l'image d'une Afrique perpétuellement dépendante, incapable de s'émanciper sans l'aide extérieure. En osant tourner le dos aux institutions financières internationales, le président Ibrahim Traoré a fait le pari audacieux de miser sur les ressources et la force de son propre peuple, un acte qui évoque les gestes les plus marquants de l'histoire des luttes pour l'indépendance. Mais la question reste entière. Si l'Afrique continue de douter d'elle-même, restera-t-elle à jamais enfermée dans la pauvreté et sous le contrôle de l'étranger? Comment le Burkina Faso a-t-il accompli ce que tant d'autres considéraient comme une utopie? Tout commence par une décision radicale, un pari risqué sur la souveraineté économique, une volonté de changer les règles du jeu. Pour comprendre la portée de ce geste, il faut plonger dans les racines mêmes de la pauvreté africaine et déconstruire les mythes qui l'entourent. On vous a menti sur la pauvreté de l'Afrique. Depuis des décennies, on a fabriqué l'image d'un continent condamné à l'assistance, éternellement dépendant de l'Occident. Cette image, entretenue par des médias, des institutions et parfois même des élites locales, a forgé un récit où l'Afrique serait incapable de s'en sortir seule. Pourtant, la vérité est ailleurs, et il est temps de regarder l'Afrique en face, sans filtre ni préjugés. L'Afrique n'est pas pauvre, elle est un coffre au trésor. Sous ses terres dorment de l'or, de l'uranium, du pétrole, des diamants, du cobalt, du lithium, du cuivre, du manganèse, des sols parmi les plus fertiles de la planète, et bien d'autres richesses stratégiques. Ces ressources font tourner l'économie mondiale, nourrissent les industries occidentales et asiatiques, donnent de la valeur à nos technologies, de la batterie de nos téléphones jusqu'aux satellites qui flottent dans l'espace. Pourtant, l'Afrique reste classée comme le continent le plus pauvre de la planète. Où est la logique? Pour illustrer cette contradiction, prenons l'exemple du Nigeria, premier producteur de pétrole du continent. Malgré des réserves immenses, le pays importe une grande partie de son carburant, faute de raffineries locales. Même paradoxe pour la République démocratique du Congo, dont le cobalt et le cuivre sont essentiels à la transition énergétique mondiale, et qui reste pourtant confrontée à une extrême pauvreté dans ses régions minières. L'Afrique du Sud, pourtant riche en diamants et en or, demeure marquée par d'immenses inégalités sociales. Cette situation n'est pas un accident de l'histoire. Dès la fin de la colonisation, des mécanismes ont été mis en place pour maintenir la dépendance des nations africaines. Les matières premières partent au prix le plus bas. Coton, cacao, pétrole, or, bauxite quittent le continent, brutes, sans transformation locale. À l'étranger, elles sont raffinées, transformées, puis revendues à prix fort, parfois même aux Africains eux-mêmes. À chaque étape, la richesse s'évapore vers d'autres peuples, et l'Afrique ne récolte que les miettes. Cette logique rappelle tristement l'époque coloniale, où les ressources africaines enrichissaient les métropoles européennes. Un autre piège verrouille le système, celui de la dette. D'innombrables pays africains sont forcés d'emprunter auprès du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale. Mais ces prêts arrivent chargés de conditions. Politique d'austérité, ouverture forcée des marchés, privatisation à marche forcée, perte de contrôle sur les ressources naturelles. La dette n'émancipe pas, elle enchaîne, asservit les gouvernements locaux aux volontés extérieures et perpétue la dépendance de génération en génération. En Côte d'Ivoire, au Ghana, au Sénégal, au Kenya et dans bien d'autres pays,
Les plans d'ajustement structurel imposés dans les années 80 ont eu pour conséquence la réduction des budgets de l'éducation et de la santé, aggravant la précarité. On accuse souvent l'Afrique d'être incapable de se gérer, d'avoir des dirigeants incompétents ou des populations sans ambition. Cette idée reçue est un mythe, savamment entretenu pour légitimer la confiscation des ressources et le maintien du statu quo. Pourtant, partout, des femmes et des hommes se battent pour une vraie indépendance, pour la souveraineté sur leurs terres, leurs mines, leur avenir. De Patrice Lumumba à Thomas Sankara, de Ellen Johnson, Sirleaf à Wangari Maathai, l'histoire du continent regorge de figures qui ont lutté pour la dignité et l'autonomie. Le vrai danger, ce n'est pas la pauvreté des sols, mais la perte du temps, des opportunités, et de générations entières piégées dans un cycle d'appauvrissement. Si rien ne change, l'Afrique continuera de voir son destin lui échapper, alors que la prospérité est littéralement à portée de main. Imaginez le potentiel si la transformation des matières premières se faisait sur place, créant ainsi des millions d'emplois et une classe moyenne solide. Mais cette fatalité n'est pas une fatalité. Le Burkina Faso vient de briser la chaîne, et son exemple pourrait bien changer l'histoire du continent. Pour saisir la portée de cet événement, il faut le replacer dans la longue histoire des tentatives d'émancipation africaine. Le Burkina Faso n'a pas tendu la main. Il a retroussé ses manches. Au lieu de s'en remettre aux institutions occidentales, le pays a choisi d'affronter seul le poids de sa dette, refusant l'aide du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Un acte de défiance, mais surtout un pari sur ses propres forces. Ce choix rappelle d'autres moments clés de l'histoire, comme lorsque le Botswana, dans les années 70, a refusé de confier ses mines de diamants à des entreprises étrangères et a choisi de les gérer en partenariat, assurant ainsi une part équitable des revenus pour son développement. Pour financer ce remboursement colossal, le gouvernement s'est tourné vers l'intérieur. Il a lancé des obligations nationales ouvertes à toute la population et aux entreprises du pays. Commerçants, agriculteurs, enseignants, artisans, petites et grandes sociétés, tous ont répondu présent, investissant dans l'avenir du Burkina Faso. Cette mobilisation, d'une ampleur jamais vue, a fait de chaque citoyen un acteur du redressement. On raconte qu'à Ouagadougou, des files d'attente se sont formées devant les agences bancaires pour souscrire à ces obligations, preuve d'une ferveur populaire rare. La stratégie ne s'est pas arrêtée là. Le Burkina Faso a aussi décidé de reprendre le contrôle de ses ressources stratégiques. L'or, en particulier, est devenu un enjeu central. Les mines de Bouogojnian et d'Ouagouyagan, autrefois exploitées par des intérêts étrangers, ont été nationalisées. Désormais, la richesse du sous-sol burkinabé revient d'abord à la nation. Ce choix audacieux s'est accompagné d'une offensive contre la corruption et d'un engagement pour la transparence, afin que chaque gramme d'or serve le peuple. Des audits réguliers ont été instaurés et les revenus miniers sont publiés sur des plateformes publiques, rendant leur gestion visible par tous. Les profits ne quittent plus le pays. Ils sont réinvestis dans des infrastructures vitales et des programmes sociaux, routes, écoles, hôpitaux, accès à l'eau potable. Le pari est clair, transformer les ressources naturelles en qualité de vie pour tous, pas en dividendes pour quelques-uns à l'étranger. Prenons l'exemple du programme d'accès à l'eau lancé dans la région du Sahel, qui a permis à des milliers de familles de bénéficier d'eau potable, réduisant les maladies hydriques et améliorant la scolarisation des jeunes filles. Évidemment, l'Occident n'a pas tardé à réagir. Sanctions économiques, suspension de l'aide européenne, pression diplomatique. Mais loin de céder, le Burkina Faso a résisté. Cette résilience a renforcé la confiance nationale et prouve qu'un pays africain peut refuser la dépendance, quitte à risquer gros. On se souvient de la réaction similaire du Chili dans les années 70, lorsque le pays a nationalisé son cuivre, provoquant l'ire des grandes puissances, mais ouvrant la voie à un développement plus autonome. L'enjeu est immense. Si cette stratégie échoue, le pays pourrait retomber sous tutelle extérieure, replongeant dans la spirale de la dépendance. Mais si elle réussit, ce sera une victoire éclatante pour la souveraineté, la dignité et la confiance d'un peuple. Ce dilemme rappelle celui de la Malaisie dans les années 90,
qui refusa le plan d'ajustement du FMI lors de la crise asiatique, préférant des solutions locales, avec un succès qui inspira bien des pays émergents. Mais ce pari n'est pas sans conséquences pour la population. Dans les rues de Ouagadougou, l'effervescence se mêle à l'inquiétude. Certains craignent des pénuries, d'autres redoutent l'isolement. Mais une majorité affiche une fierté nouvelle, consciente que l'indépendance a un prix, mais que ce prix peut ouvrir la voie à un avenir meilleur. Des témoignages recueillis sur les marchés et dans les écoles montrent une jeunesse déterminée à ne plus subir son destin. Et si cette révolution burkinabé se propageait? Le Burkina Faso, longtemps vu comme condamné à l'assistanat, vient de prouver que l'indépendance économique en Afrique n'est pas un mythe. Désormais, chaque pays du continent doit se demander « Pourquoi pas nous ?» Pourtant, ce bouleversement n'a suscité aucune couverture médiatique internationale d'envergure. Ce silence intrigue. Dérange-t-on en brisant le récit d'une Afrique éternellement dépendante? L'exemple du Burkina Faso rappelle celui de la Révolution verte au Rwanda, souvent passé sous silence, malgré son impact sur la sécurité alimentaire du pays. Le geste du Burkina Faso envoie un signal puissant à tout le continent. Il prouve que sortir de la spirale de la dette, valoriser ses ressources et mobiliser la population est possible. C'est une fissure dans le mur du fatalisme qui étouffait les rêves d'émancipation. On se souvient qu'en Amérique latine, l'Argentine, après la crise financière de 2001, a refusé de négocier avec le FMI et a choisi une voie de redressement fondée sur ses propres moyens. Un pari risqué, mais porteur d'espoir. Mais le chemin est risqué. Les puissances étrangères, sentant leur mainmise menacée, pourraient tout tenter pour saboter ces initiatives. Sanctions, déstabilisation, blocages économiques. Même à l'intérieur, la résistance sera féroce. Certaines élites, liées aux intérêts étrangers, chercheront à freiner ou détourner ce mouvement. Au Nigeria, lors de la nationalisation du secteur pétrolier, des pressions intenses venues de l'extérieur et de l'intérieur avaient tenté d'entraver la réforme. Les véritables obstacles sont nombreux. Corruption, peur du changement, manque d'unité, pression des intérêts économiques extérieurs. Chacun de ces éléments peut faire vaciller l'élan. Car le système actuel, profitable à une minorité, a tout à perdre dans une Afrique souveraine. L'histoire de la décolonisation regorge d'exemples où les divisions internes ont servi de prétexte aux ingérences étrangères. Au fond, le pari africain va bien au-delà de l'argent. C'est la crédibilité, l'exemple à offrir au monde et peut-être la dernière chance de rompre avec des décennies de dépendance imposée. C'est aussi une invitation à bâtir un nouveau pacte social où chaque citoyen devient acteur du changement. Face à ces enjeux, la question demeure. Les autres nations oseront-elles suivre l'exemple du Burkina Faso? L'avenir du continent pourrait bien en dépendre. L'histoire nous enseigne que les grandes transformations commencent souvent par l'audace d'un seul. L'indépendance n'est pas un rêve inaccessible, mais une stratégie concrète. Le Burkina Faso vient de le prouver, sous les yeux de toute la planète. Ce n'est pas la première fois qu'un pays ose rompre avec la dépendance. En Asie, la Corée du Sud, après la guerre, a misé sur l'éducation, la transformation industrielle locale et la mobilisation nationale pour sortir de la pauvreté, un pari qui a porté ses fruits. Première leçon. La souveraineté naît de la maîtrise totale des ressources. Quand un pays contrôle son or, son coton, ses terres et sa production agricole, il détient alors la clé de son avenir. Sans ce contrôle, impossible d'imposer ses règles. Les exemples du Botswana, du Chili ou encore de la Norvège avec son pétrole montrent que la gestion nationale des ressources naturelles peut transformer un pays en profondeur. Deuxième principe fondamental. Investir dans sa population tout en luttant contre la corruption. Le Burkina Faso n'a pas seulement capitalisé sur ses richesses naturelles. Il a aussi choisi de faire confiance à ses citoyens, ses entreprises, ses agriculteurs et ses ouvriers. En refusant les détournements et en exigeant la transparence, la nation retrouve dignité et confiance. À Singapour, la lutte contre la corruption a été le socle d'une croissance rapide et durable. Ce modèle de transformation locale n'est pas dû au hasard. Il repose sur une volonté politique inébranlable, un contrôle strict des dépenses et une stratégie qui n'a jamais attendu le feu vert de l'Occident. Le Burkina Faso
démontre que l'unité nationale peut décupler la force d'un peuple. Un pays uni autour d'un but commun devient capable de franchir tous les obstacles. L'histoire du Japon, qui s'est modernisé en un temps record après la Seconde Guerre mondiale, en s'appuyant sur l'éducation et la cohésion sociale, en est une preuve éclatante. Ce n'est pas un simple exemple, c'est un appel lancé à toute l'Afrique. Chaque nation, du nord au sud, peut s'inspirer de cette dynamique et refuser le fatalisme hérité de la colonisation. Inutile d'attendre l'approbation d'institutions étrangères pour choisir son chemin. L'Éthiopie, par exemple, a lancé son propre programme de développement industriel, misant sur le textile et l'agroalimentaire, créant ainsi des millions d'emplois en quelques années. Mais le danger est réel. Si ces leçons sont ignorées, si chaque État attend la permission d'ailleurs, l'Afrique risque de perdre une occasion historique de changer son destin et celui de ses enfants à jamais. L'absence de prise de risque condamne à la stagnation alors que le monde avance à toute vitesse. Alors, la vraie question demeure. Qui écrira le prochain chapitre de l'histoire africaine? Les peuples qui osent ou ceux qui attendent? Le Burkina Faso a ouvert une brèche. Mais ce chemin, semé d'embûches, exige des choix courageux et des alliances nouvelles. Il faudra tisser des partenariats régionaux, miser sur l'intégration africaine, développer des chaînes de valeur locales et soutenir l'éducation pour préparer la prochaine génération de leaders. L'Union africaine, par exemple, peut jouer un rôle clé en mutualisant les expériences et en encourageant les bonnes pratiques. Et vous, pensez-vous encore que le destin de l'Afrique est figé, ou percevez-vous désormais la brèche ouverte par le Burkina Faso? Ce pays, étiqueté parmi les plus pauvres, vient de briser les chaînes de la dépendance en remboursant une dette colossale sans appui extérieur. Ce geste interpelle chacun de nous. Sommes-nous condamnés à subir ou capables de façonner notre propre histoire? Le système qui a maintenu l'Afrique sous tutelle peut vaciller, mais il exige une prise de conscience, du courage et le refus d'être de simples spectateurs. L'exemple du Burkina Faso montre qu'aucune fatalité n'est insurmontable, que la souveraineté se conquiert chaque jour, par des choix collectifs et des actes concrets. Désormais, la responsabilité ne pèse plus seulement sur les gouvernements. Citoyens, entrepreneurs, jeunes, leaders locaux. C'est à nous tous de choisir, dénoncer ou bâtir, débattre ou agir, attendre ou innover. Le changement commence par des gestes simples. Consommer local, soutenir les entreprises nationales, s'impliquer dans la vie de sa communauté, exiger la transparence et l'intégrité des dirigeants. Ce n'est pas une affaire de slogan, mais de volonté partagée. Investir dans nos communautés, valoriser nos ressources, inventer des modèles qui nous ressemblent, voilà la véritable révolution. Refuser la résignation, c'est déjà changer l'avenir. Comme l'a dit Kwame Nkrumah, l'Afrique doit s'unir. Allons-nous rester témoins ou devenir artisans du réveil africain? Le choix nous appartient. Plus que jamais, chaque voix, chaque action compte. L'heure n'est plus à l'attente, mais à l'engagement. L'histoire retiendra ce moment. Quand un peuple, contre toute attente, a décidé de reprendre son destin en main. Et si le Burkina Faso n'était que le premier domino d'une Afrique debout, fière et souveraine?